Dans cette vidéo du coup de main, je vais vous expliquer les 5 points essentiels à respecter pour choisir un job à la sortie de l'université ou d'une grande école. Règle numéro 1. Le marché de l'emploi est un marché. Regardez bien les salaires pour votre spécialisation sur les sites tels que Indeed ou l'APEC. C'est l'indicateur clé pour savoir si la demande pour ces jobs est forte. N'écoutez pas les reportages sur une soi-disant pénurie. Très souvent, ils sont complètement pipeaux de façon à augmenter le nombre de candidats et ainsi faire baisser les salaires. Par exemple, c'est clairement le cas en SS2I, qui se sont renommées entreprises du service du numérique. S'il y a des tensions réelles sur un certain secteur pour un job donné, nécessairement les salaires augmenteront. On peut le voir avec les diplômes d'ingénieurs. Si on regarde sur les statistiques du nombre d'ingénieurs diplômés, depuis les années 80, ce nombre a littéralement explosé et le salaire en euros constants des ingénieurs n'a fait que diminuer. Ceci démontre que, dans un contexte de désindustrialisation de la France, qu'il y a un surplus d'ingénieurs pour la quantité de jobs techniques réellement disponibles. S'il y avait une réelle pénurie d'ingénieurs, leur salaire augmenterait. Or, ce n'est pas le cas. Philippe Jamet de la Conférence des grandes écoles, vous trouverez l'interview sur Internet, l'explique très clairement. Donc soyez très attentifs. Une pénurie, une forte demande, ça se traduit immanquablement en salaire. Règle numéro 2. Attention aux médias. Warren Buffett disait que si son chauffeur de taxi lui recommande une action à acheter, c'est qu'il est manifestement trop tard. C'est la même chose pour les médias et choisir sa voie. Si c'est l'étudiant ou Challenge qui vous recommande une filière d'études, c'est déjà trop tard. Il y a déjà tellement d'étudiants qui se sont orientés dans cette filière que vous n'allez pas pouvoir en tirer parti avec les perspectives de salaire et de progression que vous attendez. Donc, par exemple, ça a été le cas dans les filières finance. Dans les années 80, vous saviez faire un fichier Excel et des macros, vous terminiez millionnaire. Il y avait un très beau reportage sur Arte qui en parlait. Maintenant, très clairement, dans le monde financier, on a des flopées de jeunes qui maîtrisent les processus stochastiques, qui ont été attirés et qui se sont formés dans ce domaine, attirés par les hauts salaires. Et maintenant, le tarif d'entrée de gamme de l'analyste s'est complètement effondré. Typiquement, on peut en recruter à 1500 € du Central Paris à Madrid. Là, je parle d'un cas réel. Et désormais, c'est même disponible en outsourcing en Inde, alors qu'avant, c'était réservé aux services IT bas de gamme. Donc vraiment, si c'est déjà dans les médias, si on en parle déjà, sachez que ça va attirer beaucoup de monde et que c'est déjà potentiellement trop tard. Surtout qu'il faut le temps pour vous former. Donc, si déjà tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il y a de la demande, etc., et qu'il vous faut en plus 3, 4, 5 ans pour vous former, vous ne pouvez pas compter sur cette tension sur le marché de l'emploi pour choisir votre voie. Règle numéro 3. La carte n'est pas le territoire. On ne choisit pas un job parce qu'on pense que ça plairait. Honnêtement, je vous le dis les jeunes, entre ce qu'on imagine du monde de l'emploi et ce que c'est réellement, pour tout le monde, c'est véritablement la douche froide. On se fait des idées quand on sort du monde académique avec des professeurs qui essaient de vous parler du monde de l'emploi alors qu'ils ont été fonctionnaires toute leur vie. Non mais, quand même, faut réaliser quoi. Ils ne savent pas concrètement ce qu'on fait. Il y a plein de profs, ils s'imaginent, je parlais de l'actuariat parce que je connais bien, qui vous apprennent des théories très compliquées, style la crédibilisation des primes d'assurance, etc. Tout ça parce que ça fait bien, ça fait plaisir, c'est intellectuel, on se bourre le mou, on aime bien ça en France, être le pays de Descartes, etc. Mais dans la vraie vie, toutes ces techniques en assurance ne sont pas utilisées. Pour ceux qui connaissent, l'essentiel des primes de votre assurance auto, c'est du modèle linéaire généralisé, donc un truc vraiment pas compliqué, quoi. C'est pas la technique qui va vraiment être décisive sur ce que vous allez faire. Donc, et un actuaire, typiquement, va faire énormément d'IT et finalement, assez peu d'équations, quel que soit ce qu'ils peuvent vous raconter dans la vraie vie. Donc, entre ce qui est marqué sur le papier, et même une annonce d'offre d'emploi, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir. Entre une job description, qui est ce qu'on vous donne quand vous candidatez, et ce que vous faites réellement, il y a un écart monstrueux. Et l'entretien d'embauche, et donne une vision déformée, où on pense souvent que c'est le candidat qui déforme. Mais en fait, les deux, chacun cherche à embellir la réalité. Celui qui essaie de vendre sa force de travail essaie de embellir ce qu'il est capable d'offrir, et celui qui demande la force de travail essaie de solliciter un peu plus l'intérêt en expliquant que c'est sexy,
voilà, etc. Donc faites très très attention. On peut typiquement vous vendre un job où vous êtes censé être un peu le roi du monde, enfin j'exagère à peine, pour un job où vous serez un vulgaire singe à Excel. C'est-à-dire que vous allez vous occuper d'un fichier Excel tout pourri. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Donc faites très 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 attention pour savoir réellement ce qu'il en est, sans connaître quelqu'un qui est à l'intérieur de l'entreprise en question, un insider, quoi, en quelque genre. Enfin, c'est pratiquement impossible. Et d'autant plus que cette personne-là a tout intérêt, si c'est même un ancien de l'école, voilà, s'il est intéressé à votre recrutement, il n'y a aucune chance qu'il vous dise la vérité. C'est comme tout, si on est jugé parti, ça ne marche pas. Donc, il faut garder ça en tête, que la carte n'est pas le territoire, et surtout au niveau des jobs. Règle numéro 4. Privilégier le cœur de métier par rapport aux fonctions support. Alors pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que le cœur de métier, c'est ce qui caractérise une industrie. Je sais pas, on prend Renault. Voilà, Renault, le métier, c'est fabriquer des bagnoles et les vendre. Voilà. C'est pas gérer une informatique pour produire ses voitures et vendre des bagnoles. Et le problématique de ces fonctions support, en fait, c'est que typiquement les directions générales les voient comme des centres de coûts. Ils n'ont pas tort d'ailleurs. Typiquement l'audit, la compta, la finance. Enfin, attention, finance, ça veut dire comptabilité en anglais. Donc du coup, il y a un mélange entre les deux. Ce qui permet de fourguer des jobs de compta en pensant que les jeunes vont faire de la haute finance. Non, enfin, là où l'attention de la direction est, c'est sur le cœur de métier. Quoi, ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Voilà. Et si vous choisissez ce type de job dans les fonctions, même si c'est noble, même si vous pensez sincèrement que ça vous plaît, et même si ça vous plaît réellement à la fin, malgré ce que j'ai dit précédemment, vous ne serez pas sur la voie pour réellement progresser parce que les yeux ne sont pas tournés vers vous. Les augmentations, on les donne au truc là où il faut motiver les gens sur ce qui va faire la victoire ou la défaite de l'entreprise. Pas sur des trucs annexes. Les directeurs généraux, ils sont sans arrêt la pression pour leur chiffre d'affaires, etc., pour réaliser leur marge. Donc ils vont motiver les troupes où la bataille va se gagner. Si la bataille se déroule à l'avant-garde, on va financer l'avant-garde, pas sur les gens qui portent les bagages derrière. Enfin, et si vous travaillez dans l'informatique, typiquement c'est le cas. Je parle d'informatique, système d'information, hein, pas si vous êtes chez Google et Facebook, parce que là c'est le cœur de métier. Mais franchement, si vous travaillez dans l'informatique, vous êtes un coup, vous êtes un porteur de bagages, etc. Vous n'êtes pas les soldats là qui vont pousser et faire que la boîte va gagner ou va perdre. Que vous ayez bien travaillé sur vos sujets informatiques, je sais pas moi, chez EDF, ça sert à rien si EDF est sorti du marché parce que ils n'ont pas pris la bonne décision ou on n'a pas trouvé le bon produit innovant. Donc voilà, et beaucoup de gens s'imaginent, alors ça effet très scolaire français, que parce qu'ils auront bien travaillé, qu'ils auront bien mené leur projet de façon totalement scolaire, ils vont progresser. Mais non, mais non, mais non, mais non, ça n'arrivera pas. Donc, pour ceux qui s'orientent, pour un premier job, etc., faites très attention. Le premier job est méga décisif et foncez vers le cœur de métier. Les fonctions support, ça ne peut avoir un intérêt que dans deux cas. Le premier, vous acceptez la fonction parce que la direction est un peu dans la merde, il faut trouver quelqu'un et vous êtes sûr que ça sera temporaire. Et le deuxième cas, c'est vous voulez vous mettre un petit peu, privilégier votre vie de famille, parce que c'est vrai que dans le professionnel, il y a beaucoup de jobs, et ça on ne le dit pas, j'en fais pas une règle, mais qui sont totalement incompatibles avec des vies de famille. Enfin, faut être réaliste, quoi. Des jobs où on vous demande de voyager dans le monde entier, etc., c'est totalement incompatible avec une vie de famille. Enfin, un enfant, il faut être là, il faut être présent, etc. Enfin, et ces jobs-là, alors ok, ils sont très bien sur le papier glacé, mais dans les faits, ce n'est pas possible d'avoir une famille. Donc, si vous êtes ambitieux, honnêtement, le cœur de métier, c'est la seule voie à suivre. Et si vous voulez un job, évidemment, moins sollicitant, on va dire, on va être poli, les fonctions groupe, c'est possible. Hein. C'est tout à fait noble hein, de vouloir un job. Voilà. Donc il y a ces jobs-là qui sont disponibles. D'ailleurs, les fonctions, à l'époque, ça s'appelait l'administration. Et on y recasait un petit peu les gens un petit peu fatigués sur les coups de 35-40 ans, on a besoin de se focaliser sur ses enfants, etc. On n'y faisait pas démarrer les jeunes. Sauf que maintenant, on recrute des jeunes dedans. Donc du coup, ça pose un problème pour ceux qui s'étonnent que, en termes d'ambition, tout de suite... Et surtout, le premier poste est important parce qu'après, vous êtes catalogué. Hein. N'espérez pas passer de la compta à devenir négociateur international. Ça, on va peut-être vous vendre ça, mais
j'en ai vu absolument zéro, hein. Donc j'ai une grande expérience et honnêtement, c'est de la flûte. Règle numéro 5. Elle est évidente, mais honnêtement, à cause du système éducatif français, on l'oublie. Si vous voulez gagner de l'argent, faites-en gagner votre entreprise. Enfin, c'est con à dire, mais la quantité de gens qui croient qu'ils vont être augmentés et que ça va être tombé du ciel parce que je sais pas trop quoi, ils méritent, ils ont bien traité leur fichier Excel, ils ont réussi un vague projet annexe de qualité, de pop. Non mais, honnêtement, une entreprise va vous rémunérer et vous voit d'ailleurs comme un actif financier. Quelle est votre valeur de marché? Si vous êtes analyste lambda à faire un truc où je peux vous remplacer en un claquement de doigts, où je peux prendre un consultant, un prestataire, ou à la limite ça me coûterait moins cher si j'envoyais le tout en Inde ou au Portugal, eh ben, enfin, franchement, n'attendez pas d'être augmenté. Ce n'est pas possible. C'est la question qu'on se pose pour augmenter quelqu'un. Pour combien je peux vous remplacer pour un service équivalent? Et si votre service est irremplaçable, vous avez un rapport de force avec moi. Et donc je suis obligé, et vous le réclamerez naturellement, de vous augmenter. Voilà. Donc c'est pour ça que, clairement, la problématique des jobs techniques, c'est que souvent la technique, on peut remplacer quelqu'un assez facilement. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que les salaires ne décollent pas. Enfin, regardez sur le site de l'APEC, les salaires en études techniques, etc. Honnêtement, ça plafonne à 55K, etc. Ce qui est vraiment pas énorme, hein. Il y a des gens qui font des feuilles Excel où c'est vachement moins compliqué et qui gagnent beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Donc, les choses qui sont irremplaçables dans une entreprise et qui peuvent vous mener à des salaires bien supérieurs, il y a le commercial, il y a le lien avec le client. Ça, c'est vraiment une question. Si vous avez la confiance d'un client, ça, c'est monnayable. Parce que si vous partez, le client, il part avec. Typiquement, les courtiers dans les placements, ils sont extrêmement bien payés quand ils ont un fort relationnel client. La partie technique, elle est microscopique, quoi. Enfin, s'appuyer sur des boutons, faut être très clair. Mais la partie relationnel client, le fait d'avoir du contact, du lien avec les gens, ça a une grosse valeur pour les entreprises. C'est pour ça que les commerciaux sont toujours mieux payés que les ingénieurs. Alors je sais que c'est beau, les équations, etc., machin, mais c'est disponible. Il y en a, c'est un marché, c'est le marché de l'emploi. Et c'est pas parce que c'est compliqué ou vous avez fait une terminale S et une maths sup, maths spé, etc., que ça sera plus valorisé pour autant. C'est combien je peux vous remplacer l'un par l'autre. D'autant plus qu'un des gros problèmes de la technique, c'est qu'une fois que vous avez résolu votre petit problème de physique ou d'informatique, etc., pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de vous? Enfin, franchement. Alors que le relationnel avec un client, la confiance, ça, on en a besoin sur la durée. Donc c'est très différent, c'est structurel. Alors c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Et les gens qui se plaignent, là, parce que j'en entends, hein, j'en entends beaucoup de gens, mais c'est pas juste, moi j'ai fait des études de machin, de bidule. Mais c'est comme se plaindre que, je sais pas, que la pluie ça mouille et que le feu ça brûle. Enfin, je veux dire, ok, c'est clair, mais à quoi ça sert de s'en plaindre pendant des heures? Ça changera rien. Donc acceptez le fait que vous ne gagnerez de l'argent que si réellement vous en créez. Faites du PNL. Un directeur l'a dit d'ailleurs à une assemblée de jeunes, je ne citerai pas où, mais il a tout à fait raison. Voilà, c'est la seule clé. Donc si vous pensez, pour choisir une voie professionnelle et que vous avez un peu d'ambition, dites-vous, est-ce que je fais gagner de l'argent à l'entreprise en question ou est-ce juste une commodité? Voilà. Et c'est ce que je vous conseille, le mot de la fin, c'est si vous voulez réussir, ne soyez pas une commodité. Soyez un truc, soit une technologie nouvelle et indispensable à la victoire de l'entreprise sur le champ de bataille, voilà. Et si vous êtes un petit génie, ça aide. Soit vous êtes sur ça, mais si c'est une commodité, un truc disponible, je sais pas, un ingénieur chimiste, il y en a des palanqués, c'est pour ça que les salaires dépassent pas 35K, voilà, c'est raté, c'est fini. Donc il faut attraper la vague dès le début sur le rocket ship, là, comme disait Sheryl Sandberg de Facebook, sur la technologie qui vraiment va faire la victoire ou la défaite, mais après c'est trop tard, voilà. Et sinon, voilà, ça c'est pour la technique, et sinon, c'est le commercial. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir aidé, et puis je vous souhaite à très bientôt.